La première chose dont j'aimerais parler avec vous trois, c'est l'effondrement des ventes et l'explosion des taux et savoir si on va vers un krach immobilier. Enfin, en tout cas, on est vers une baisse qui a été lente de l'immobilier, mais qui a été tout à fait réelle, puisque je crois qu'on a atteint 15 à 20% de baisse de prix dans l'immobilier. Et on a des chiffres qui sont alarmants. On a des ventes qui ont baissé de plus de 30%. On a des taux qui ont triplé en 2 ans. Et on a beaucoup de promoteurs qui arrêtent des projets. Et en fait, la question, c'est est-ce qu'on est dans un marché qui ressemble à 1992 ou à 2008, c'est-à-dire des marchés immobiliers qui ont été catastrophiques, ou est-ce que c'est au contraire un marché qui est en train de redémarrer et de se relancer? Et pour pouvoir parler de tout ça, eh bien, j'ai demandé à 3 spécialistes de venir me rejoindre, de venir avec moi. Vous avez Hervé Bloch, qui est un entrepreneur à succès, qui est un homme de réseau et qui est maintenant actif dans l'immobilier, notamment avec le cercle privé d'investissement immobilier que vous avez sur lefound.fr. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous avez Laurent Della Santina, qui est directeur général de Novea, commercialisateur en programme immobilier neuf, et qui est un des leaders du marché français. Même chose, il y a un lien vers Novea dans la description. Et puis, vous avez Nicolas Thomas, que certains d'entre vous connaissent déjà, puisqu'il est déjà venu sur la chaîne. Et Nicolas, donc, est cofondateur c'est un ancien huissier de justice, et vous verrez que ça a son importance, et il est cofondateur de Calimo. Bonjour Nicolas. Alors, cette vidéo est sponsorisée justement par Calimo. Je profite de la vidéo pour demander un peu à Nicolas ce qu'est Calimo. Donc, Calimo, en fait, l'idée, pour être simpliste, c'est voilà, l'investissement locatif est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de la paperasse, parce qu'il y a des soucis juridiques. Et Calimo est un logiciel qui permet d'éviter cette paperasse et ces soucis juridiques. C'est bien ça, Nicolas ? Exactement. Donc, Calimo, c'est un outil de gestion locative qui s'adresse aux propriétaires directement de biens immobiliers, qui soient en nom propre, en SCI, en indivision, etc., pour pouvoir gérer comme un véritable professionnel sa gestion locative, tout ça en quelques clics et quelques minutes par mois uniquement. Et donc, l'avantage, c'est de rendre les choses fluides. Vos clients, c'est qui exactement ? On a monsieur et madame tout le monde. On a aussi bien des propriétaires qui n'ont qu'un seul bien à gérer, donc des gens qui veulent investir pour un complément de revenus, pour une retraite, que des investisseurs immobiliers beaucoup plus énervés qui ont 10, 20, 30, 40 biens. Aujourd'hui, le plus gros utilisateur sur notre plateforme, il a 136 appartements qu'il gère tout seul, donc qu'il détient en patrimoine privé. Donc, on s'adresse vraiment à tout le monde, quel que soit le nombre de biens à utiliser et quel que soit le mode d'exploitation, qu'on soit en nom propre, en SCI, tout seul, avec sa femme, etc. Donc, on s'adresse vraiment à une multitude de propriétaires. Finalement, c'est tous les propriétaires immobiliers qui veulent gérer, garder la main sur leur location sans passer par une agence, et tout ça à moindre frais, parce qu'on est entre 10 et 15 fois moins cher qu'une agence immobilière. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le fait que ce soit un ancien huissier de justice avait son importance. C'est que tout le côté juridique est bien assuré par Calimo. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien aussi dans la description qui va vous envoyer vers le site de Calimo que je viens de montrer à l'écran. Alors moi, ça m'intéresse parce que moi, j'ai 124 lots. Et je ne suis pas très content des agences en local. Ça représente une vingtaine d'actifs sur toute la France. Et donc, si je peux avoir un outil un peu sympa, un peu moderne, parce que je galère avec ma collaboratrice sur des Excel dans tous les sens. Donc, moi-même, ça peut m'intéresser. Je lève moi-même la main. Ah, c'est merveilleux. Avec plaisir, Hervé. Vous avez vu de cette sponsor où on vous trouve un client immédiatement. C'est quand même beau. Hein. C'est quand même merveilleux. Alors, j'aimerais peut-être poser la première question à Laurent Della Santina. Est-ce que les promoteurs ont encore les moyens de construire dans ces conditions? Est-ce qu'ils construisent encore de l'immobilier ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement à l'arrêt? Alors, merci de me donner la parole, et pour être plus précis avec l'ensemble de l'auditoire, nous ne faisons que du neuf. Mon spectre est principalement orienté neuf, comme tu as pu le dire tout à l'heure,
mais je vais faire une vision un peu plus large. Il est vrai que nous avons connu une baisse tant en volume et donc un effondrement du marché, mais en même temps une augmentation des taux fin 2022 qui a couru sur 2023 et qu'on a commencé à purger en 2024. Pour vous donner quelques chiffres importants, on est passé de peu ou prou 1 300 000 ventes entre le neuf et l'ancien en 2022 pour être aux alentours de 1 million 40 000 ventes en 2024. Donc, on a un marché qui a baissé, mais force est de constater qu'entre 2024 et 2025, le marché tant neuf que de l'ancien a repris quelques couleurs. Il n'est pas des plus simples, mais on va plutôt regarder les choses de manière optimiste. Et on a une projection sur l'année 2026 qui est sur une tendance à peu près équivalente à 2025. Donc, il n'y a pas d'effondrement. Après, je vous parlerai un petit peu de l'historique et il faut se baser sur ce qui s'est déjà passé pour avoir une vision, redonner un peu des couleurs au marché et les raisons que je pense. Voilà. Si on regarde l'histoire, tu parlais des années 90 avec effectivement une crise bancaire qui a été à l'origine et immobilière qui a été à l'origine de cette récession, 92-93. Il y a eu un éclatement de la bulle du crédit et on a eu une correction qui était de l'ordre à peu près de 40% sur cette période-là et on allait même au-delà dans la capitale. On a eu une nouvelle crise en 2008-2009 qui était une crise financière qui a eu un impact sur l'immobilier. C'était la crise des subprimes. Et on a eu un choc en 2022 de taux avec une baisse des volumes de vente et une augmentation des taux. Mais entre la correction de moins 40% que l'on a eu en 90 et 2022, je vais faire abstraction de 2008, on a eu une contraction des prix qui a été à peu près sur 2 ans, 2022-2024, globalement de 9%. On va dire une 10% en moyenne au niveau national. Donc, on voit que c'est un marché qui, malgré tout, c'est quand même relativement tenu dans cette période-là. Par contre, une chute des transactions, et nous, on l'a bien vécu dans le neuf, qui était entre 20 et 30% selon les secteurs. Ce qu'on ne connaît pas là aujourd'hui, c'est pour ça que par rapport à ta question et au postulat de départ sur une crise potentielle, je pense qu'on a plutôt aujourd'hui une vision qui nous permet de nous dire que même si ça n'est pas facile, on n'est pas forcément dans une période de crise. Pour ce qui est des promoteurs, les promoteurs ont envie de construire parce que plein de raisons font que nous avons, des clients qui sont en attente d'acheter. Aujourd'hui, la problématique, c'est plutôt le stock. Et cette problématique-là est aussi consécutive non seulement à la période post-Covid où il y a beaucoup de permis de construire qui ne sont pas allés au bout, voire qui ont été interrompus, donc il faut un temps de latence. Mais en même temps, on est dans un système où l'obtention de permis de construire passe par tout un cheminement spécifique. Et c'est plutôt aujourd'hui ce cheminement qui est compliqué que la réelle volonté des promoteurs. Donc, quelque part, je dirais oui, les promoteurs ont envie d'avancer. Alors, ils ont connu des difficultés puisque nous, en bout de chaîne, on n'est ni plus ni moins que le reflet de toutes ces difficultés qu'eux ont pu connaître en 2022-2023. Et n'oublions pas qu'il y avait eu le Covid aussi. Donc, il faut avoir les reins bien solides quand on est sur notre marché. Donc, l'envie y est. On est plutôt sur des contraintes administratives bien souvent. Et les élections ne nous aident pas. On ne va pas faire de politique. Mais on sait très bien qu'il y a du sable dans les rouages pendant ces périodes-là. Et on connaît tout cela. Mais il y a des clients en face? C'est-à-dire que vous avez des clients qui veulent acheter de l'immobilier ou... Parce que finalement, c'est ça la clé du succès ou non. Est-ce que oui ou non, il y a des clients pour le neuf? En fait, il y a une double clé du succès, effectivement, c'est la demande. Et pour notre part, et je précise bien que l'on est dans le neuf, l'ancien a peut-être est régi aussi par d'autres lois que les nôtres. Mais dans le neuf, l'avantage que l'on a, c'est que l'on a aussi des avantages tels que le prêt à taux zéro qui font qu'aujourd'hui, acheter dans le neuf revêt beaucoup d'avantages pour un primo-accédant ou une personne qui le souhaite et qui peut en bénéficier. Il y a également des avantages lorsqu'on va être dans des zones de développement où les pouvoirs publics ont le souhait de faire revenir de l'habitat en résidence principale. Ce que je précise également, et je ne l'ai pas dit en introduction, veuillez m'en excuser, c'est que pour notre part, Novanea, on fait quasiment
95% de notre production sur de la résidence principale et non pas de l'investissement. Je reviendrai après sur le marché de l'investissement. Donc oui, la demande est là, puisque nous faisons nous-mêmes notre propre marketing et nous n'avons quasiment aucune baisse en termes de demande, d'intérêt. La difficulté aujourd'hui, lorsqu'on a un client, c'est plutôt mettre face à lui le produit qui correspond à ses objectifs et à son cahier des charges. Et là, par contre, c'est un peu plus compliqué parce que moins de lancements de nouveaux programmes fait qu'il y a moins de stock, même dans le neuf, sur le marché. Donc, la demande est là, la volonté est d'avancer, puisqu'on a redonné de la solvabilité. On parlait de la hausse du coût du crédit, mais force est de constater que depuis un an environ, on a quand même un assouplissement sur cette partie-là. On était sur des crédits qui étaient à plus de 4% dans certains cas fin 2023, et aujourd'hui, on arrive à sortir de bons dossiers en dessous de 3 très régulièrement. Donc, on a détendu. On a le PTZ, le prêt à taux zéro, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas ou qui ne connaissent pas, qui a été reconduit. Donc, plutôt de bonnes choses qui ont été mises en avant. On a une politique monétaire au niveau de la Banque de France et de la BCE qui est plutôt favorable à l'investissement. On a connu quand même plusieurs baisses consécutives au niveau des taux d'intérêt, et je parle de taux d'intérêt sur des durées longues depuis mi-2024. Je crois qu'on en a la 8e baisse consécutive. Donc, ce sont plutôt des signaux positifs. Toutefois, voilà, on est sur un marché où il manque de biens. Donc, c'est triste quand on a des clients qui ont envie et que quelque part, c'est l'offre qui n'est pas à la hauteur. Ce sont des choses qui, je l'espère, se combleront dans les mois à venir. Mais on est passé quand même par des grosses périodes, et je reparle de la période Covid et hausse des taux d'intérêt qui ont fait justement la situation que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui freine aussi un petit peu les investisseurs immobiliers sur l'accès et l'acquisition au logement neuf, c'est aussi le fait que tous les programmes de défiscalisation ont été stoppés. Je pense notamment au programme Pinel, à la loi de défiscalisation de Pinel qui encourageait énormément les investisseurs à pouvoir investir dans du neuf en contrepartie d'avantages fiscaux pour pouvoir diminuer son imposition. Ça, c'est quelque chose qui fonctionnait très très bien, qui incitait beaucoup les investisseurs à pouvoir aller sur des biens neufs pour pouvoir effectivement se bâtir des compléments de retraite, des compléments de revenus, etc. Et le fait que ces lois de défiscalisation ont été stoppées depuis maintenant 1 an ou 2 ans, ça met quand même un petit frein d'arrêt sur des choses qui étaient quand même assez encourageantes pour pouvoir effectivement aller sur des programmes neufs. Tout à fait. Et sur Calimo, par exemple, vous voyez, vous, une tendance alors vous, c'est uniquement des gens qui vont faire du locatif, mais vous voyez une tendance vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que de plus en plus des gens qui viennent pour faire du locatif, ou au contraire des gens qui sortent du locatif et qui vendent le plus vite possible, presque vendeurs forcés, quoi, entre guillemets. On a un peu les deux. C'est vrai que le climat actuel sur les 12 derniers mois, les 12-18 derniers mois, c'était un peu sauf qui peut, j'essaye de vendre tout ce que je peux parce que forcément, climat très anxiogène. Toutes les normes autour du DPE, des passoires énergétiques qui étaient ultra restrictives et qui interdisaient les propriétaires de biens catégorisés comme G en classe énergétique à louer, donc qui obligeaient les gens à dire soit vous faites des travaux qui parfois étaient techniquement impossibles. Quelqu'un qui avait un studio dans une résidence avec une façade classée en plein milieu d'un centre-ville, d'un gros bâtiment, avec un studio où il allait perdre beaucoup trop de surface en faisant des travaux d'isolation par l'intérieur, ne pouvait matériellement pas faire ses travaux. Et donc, ça a forcé beaucoup de propriétaires à vendre. Soit ils allaient engager des dépenses monstrueuses en rénovation énergétique pour pouvoir répondre aux obligations en la matière, soit ils allaient vendre. Donc, ce climat anxiogène avec les interdictions de louer liées aux catégories et aux passoires énergétiques, liées effectivement au taux d'intérêt qui était très forte, liées à une pénurie de logements, à des prix qui avaient énormément bondi post-Covid et après qui sont effectivement venus se redescendre un petit peu. Sur les 12 derniers mois, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont vendu, mais quand d'un côté on a de la vente, il y a aussi d'autres personnes de l'autre côté qui ont pu trouver et faire leur beurre là-dessus, avec beaucoup d'investisseurs locatifs qui ont eux plutôt développé une politique d'achat parce que beaucoup de biens à vendre en même temps, c'est la politique de l'offre et de la demande. Quand il y a beaucoup de biens sur le marché, on peut les négocier beaucoup plus facilement quand on est sur une politique plutôt favorable pour les vendeurs, pour les acheteurs que pour les vendeurs. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont du coup enclenché ce système et qui ont continué à investir dans l'immobilier, sachant qu'il y a beaucoup de paramètres quand on est investisseur immobilier, notamment tout ce qui est taux d'intérêt, le fait d'emprunter à des taux qui sont
assez important. C'est pas très gênant parce que les intérêts sont des charges qu'on peut déduire de ces revenus fonciers, déduire de ces charges locatives. Et donc, du coup, ça permet de payer un petit peu moins d'impôts. Donc, effectivement, je paye beaucoup d'intérêts, mais c'est un peu le jeu des vases communicants. Et de l'autre côté, je paye moins d'impôts. Donc, par exemple, ce système des taux d'intérêt pour un investisseur locatif, c'est pas tellement gênant. Donc, il y a eu beaucoup de ventes d'un côté, mais également beaucoup d'achats qui ont fait le bonheur de pas mal d'investisseurs immobiliers. Et Hervé, c'est un cas un peu particulier parce que, si j'ai bien compris, vous avez beaucoup d'immobilier locatif. C'est quelque chose que vous avez démarré il y a longtemps ou il y a peu. Enfin, ce que j'aimerais savoir, c'est si la période actuelle vous incite à augmenter votre immobilier locatif ou si elle vous a plutôt incité à mettre la pédale douce et attendre de voir où on allait, quoi. Alors moi, j'ai cédé 60% du capital de ma société en 2019, donc j'avais du cash et je l'ai investi en immobilier. J'ai acheté une vingtaine d'actifs en l'espace de 24 mois, un peu partout en France, Paris, région parisienne, des villes de province et puis la Côte d'Azur. Franchement, j'ai un tiers où je me suis planté, un tiers où c'est conforme et un tiers où c'est très bien. Donc tout ça se compense gentiment. Ma conclusion aussi, c'est qu'en tant qu'investisseur immobilier, acheter pour exploiter, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce qu'il y a des charges dans tous les sens. Il suffit qu'il y ait un problème de plomberie, de toiture, d'expulsion, de vacances locatives, de fiscalité. Enfin, en gros, effectivement, de taux d'intérêt qui augmentent. Donc, placer son argent qui dort en bourse rapportera plus que l'argent immobilier. En revanche, ce que j'ai appris, c'est là où il y a de la valeur ajoutée. Par exemple, j'ai acheté un loft à Puteaux de 600 mètres carrés et j'ai obtenu un permis de construire pour faire un immeuble de 1200 mètres carrés. J'ai acheté une maison médicale à Nanterre de 250 mètres carrés et j'ai obtenu un permis de construire pour l'étendre à 670 mètres carrés. Là, on crée de la valeur. Quand on transforme, quand on étend, quand on a grandi, quand on est proche effectivement des villes. J'ai obtenu aussi un permis pour transférer des bureaux en meublé de tourisme pour faire de l'exploitation Airbnb. Donc voilà, donc quand on peut manier de la valeur ajoutée, là ça devient intéressant. Parce qu'à un moment donné, il y a un prix de marché. J'ai acheté par exemple un immeuble à Rueil, je l'ai acheté 2 fois moins cher que le prix du marché, j'ai fait des travaux et ma marge de travaux permettra d'avoir encore une marge à la revente. D'accord ? Mais par contre, acheter au prix du marché pour l'exploiter, ça n'a plus de sens. Si c'est pour gagner 4% d'intérêt, d'avoir 3% d'intérêt bancaire et d'avoir des choses non prévues à gauche à droite, finalement, c'est de la charge mentale, c'est de la difficulté et ça n'a pas d'intérêt. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'investissement immobilier, c'est celui qui crée de la valeur. Je me rappelle de certains politiques il y a 15-20 ans qui avaient permis aux propriétaires d'étendre de 30% sa surface en faisant de l'agrandissement, etc. Donc, moi, je crois beaucoup à l'investissement immobilier avec de la valeur ajoutée, donc de l'extension, de la constructibilité, etc. Mais ça nécessite d'y passer du temps. C'est fini, et d'ailleurs, ça n'a jamais existé, l'immobilier passif. C'est juste dans les rêves de quelques vidéastes sur TikTok qui font croire que l'immobilier, on devient millionnaire à Dubaï en 6 mois, et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Donc voilà, donc l'investissement finalement c'est technique, c'est pointu, il faut avoir des compétences urbanistiques, il faut avoir des compétences juridiques, il faut avoir des compétences en travaux. Et donc moi j'ai réuni autour de moi aujourd'hui une vingtaine d'experts, architectes, urbanistes, géomètres, architectes d'intérieur, experts IA, directeurs de création, commercialisation, pour pouvoir vraiment internaliser toute l'approche et maîtriser l'ensemble des sujets. Mais quand on voit que même la patronne de Nexity nous dit que ce n'est plus rentable pour un particulier de faire de l'investissement immobilier, alors que c'est son métier que de construire, donc même elle qui dit ça, on sent bien que quand même c'est compliqué. Alors, il ne faut pas se leurrer, l'investissement locatif c'est 10% des flux, 90% ce sont des gens qui y habitent en résidence principale ou en résidence secondaire. Mais en tout cas, on va voir ce que vont nous pondre nos prochains gouvernements, nos ministres du logement, etc. Mais aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus rentable de faire de l'investissement locatif classique entre les taxes foncières qui explosent,
ils sont en train de nous créer des nouvelles taxes pour les logements vacants, les résidences secondaires, etc. Entre les limitations sur Airbnb, pour tous ceux qui avaient fondé leur stratégie sur la location courte durée, on vient leur expliquer. Il y a certaines villes en France où pour louer 90 jours de Airbnb, il faut s'engager à louer 9 mois à un étudiant. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc en fait, voilà. Donc l'immobilier, ça peut toujours être un business, mais c'est un business de professionnels. Le particulier qui fait ça dans son coin, on voit des acteurs comme Mastéos qui avaient levé des dizaines de millions d'euros, qui avaient hyper accéléré et ils se sont flingués parce que c'est pas si facile d'aider un cadre à devenir investisseur immobilier, de choisir, de sourcer, de faire les travaux, etc. Donc c'est un métier. Il y a des professionnels, il y a 30 000 marchands de biens en France, par exemple, c'est beaucoup. Tous ne sont pas professionnels toute l'année avec une dizaine d'opérations, mais il y a 30 000 sociétés qui ont le code NAF marchand de biens. Donc tout ça pour dire que l'immobilier, l'investissement immobilier, ça devient un métier pour des professionnels aguerris ou des gens qui vont arrêter leur métier, on va dire historique. Ils pouvaient être professeurs, ils pouvaient être cadres en entreprise pour vraiment se dédier à cette activité. Et alors, il y a une question juste de Sacha qui demande s'il ne faut pas attendre l'élection de 2027 pour acheter. En une phrase, hein, sans long discours, mais si l'un d'entre vous peut donner son avis en une phrase pour répondre à Sacha, est-ce qu'il faut attendre ou est-ce qu'on peut y aller? Je pense que si on doit attendre, on ne franchit jamais le pas parce qu'en 2027, quelqu'un aura été élu et puis on se posera d'autres questions. Juste pour revenir sur ce que disait Hervé, et je le rejoins sur beaucoup de plans, et notamment sur le fait que l'immobilier est de moins en moins rentable, voire plus du tout. Il y a quand même un gros avantage à faire de l'immobilier d'investissement pour quelqu'un qui n'a pas de cash, c'est de bénéficier de l'effet de levier du crédit. Et malheureusement ou heureusement, peu importe comment on peut le voir, c'est une des seules classes d'actifs où on a la possibilité d'emprunter pour avoir un produit qui distribue et capitalise. Distribue des loyers et capitalise si on est sur un secteur où ça prend de la valeur. Donc, je ne reviens pas sur tout ce qu'Hervé a été dit et je le partage pleinement. Toutefois, ça reste quand même une classe d'actifs, une classe d'investissement qui peut permettre à des personnes de gagner et de s'enrichir aussi grâce à un loyer, à un crédit dont une partie est déductible des revenus fonciers, comme le disait Nicolas, et c'est important. Donc voilà, c'est peut-être plus la ruée vers l'or comme on a eu la chance de connaître pour ceux qui ont vu les prix s'envoler sur les 20 dernières années. Mais toutefois, dans de nombreux cas, je parle d'investissement, sachant qu'on fait, nous, beaucoup de résidences principales avec d'autres motivations. Mais ça reste encore avantageux dans certains cas, ou du moins une possibilité d'investir. Alors voilà, avant de terminer cette vidéo, je voudrais remercier donc Calimo qui a sponsorisé la vidéo et Nicolas qui était présent. Calimo, c'est donc un logiciel. Vous avez un lien dans la description pour aller vers le site de Calimo. Voilà, c'est un logiciel qui vous permet de gérer votre bien ou vos biens immobiliers comme un pro sans y passer des heures. Et l'idée, c'est que tout ce qui est gestion administrative et gestion juridique du bien immobilier est réalisé par Calimo et par Nicolas, qui lui est un ancien huissier de justice. Voilà, j'ai bien résumé ce qu'est Calimo ou il y a quelque chose à rajouter? C'est exactement ça. Et en plus, on a fait un code promo spécial pour la communauté de Drôme Économie avec le code DME30. Vous avez moins 30% sur nos abonnements. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous essayer. Vous avez également un mois de période d'essai gratuite. Donc voilà, venez nous essayer. Et puis pour ceux qui veulent par la suite nous adopter, on vous a fait un code promo spécial. Bon, et puis j'ai déjà trouvé un client puisque Hervé disait qu'il voulait tester. Donc, est-ce que si on met DME 70, on a 70% ou ça marche pas? Tu peux essayer. Bon, merci à tous d'être venus. Merci donc à Nicolas, merci à Laurent Della Santina et merci à Hervé d'être venu. Je rappelle que Laurent est le directeur général de Novanea, commercialisateur en programme d'immobilier neuf.
Oui. Pour les résidences principales et également pour les résidences locatives. Vous avez un lien dans la description. Et Hervé Bloch est un entrepreneur à succès enfin même un serial entrepreneur qui s'est lancé dans l'immobilier à corps perdu puisqu'il a, rappelle-nous combien de biens immobiliers tu gères en ce moment? J'ai 124 lots et 20 immeubles sur toute la France. Donc, ce qui fait quand même pas mal de programmes immobiliers. Bon, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.